Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin à l'adoption définitive par le Parlement de la proposition de loi interdisant les violences éducatives ordinaires, ce qui est arrivé mardi avec l'adoption par le Sénat. Ce texte, c'est un véritable serpent de mer depuis 2009, depuis la première proposition de loi d'Edwige Antier. Elle a déjà été votée par l'Assemblée nationale à l'automne 2018. Cette décision du Parlement permet désormais d'inscrire dans le Code civil, à l'article lu à la mairie lors des mariages, que, je cite, « l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique ». Une formule, vous le voyez, qui va bien au-delà du raccourci qui est souvent fait sur ce texte en parlant de loi anti-fessée, même si la portée de cette proposition de loi reste largement symbolique. En effet, elle ne prévoit pas de nouvelles sanctions pénales. Sachez que selon la Fondation pour l'enfance, aujourd'hui, 85% des parents français ont recours à des violences dites éducatives. Avec ce texte, la France devient le 55e État à interdire totalement les châtiments corporels pour les enfants. Retour à la discussion mardi dans l'hémicycle. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chère Marie-Pierre de La Gontrie, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Rousseau rassemblait sous le vocable d'éducation, je le cite, « tout ce que nous n'avons pas à notre naissance et dont nous avons besoin étant grand ». L'éducation est ce lieu où se structure l'identité du jeune enfant, où s'affirme son libre arbitre et sa capacité de jugement. En cela, le temps éducatif est vécu du côté de l'enfant et de l'adulte, comme cet apprentissage où chacun s'expose à l'autre et confronte ses représentations, mais aussi ses désirs. Dans la relation éducative, le parent doit savoir se faire pédagogue. On ne peut élever un enfant sans se référer à des principes, à des savoir-être. Et l'objectif est immense. Faire de l'enfant un être autonome, capable de socialité, portant au cœur l'idéal de fraternité. La qualité première du pédagogue, c'est d'avoir le souci constant de la cohérence entre les principes affichés et les méthodes employées. L'ascendant de l'adulte sur l'enfant est, dans ces circonstances, inévitable. Il a le devoir de fixer le cadre éducatif. Et tout le paradoxe est là. L'autonomie de tout enfant se construit dans la dépendance. Et pour cette raison, l'éducation relève d'un art que Rousseau décrivait dans l'Émile. Je le cite, « Prenez une route opposée avec votre élève, qu'il croit toujours être le maître et que ce soit toujours vous qui le soyez. » Le parent accompli, comme le bon éducateur, doivent savoir faire oublier la tutelle qu'il exerce sur son enfant. Les violences éducatives, à l'inverse, exacerbent cette relation d'assujettissement. Elles ont souvent des effets irréversibles chez l'enfant. Elles sont le symptôme, souvent, des difficultés rencontrées par les parents dans leur éducation de leurs enfants. Il y a beaucoup de choses terribles dans ce monde, mais la pire est qu'un enfant ait peur de son père, de sa mère ou de son professeur, a écrit Janusz Korczak, l'un des plus grands pédagogues du siècle dernier. Agnès Buzyn l'a rappelé en novembre dernier, on n'éduque pas par la peur. La peur, on s'y enferme et on y étouffe. Les coups, les raclées, les fessées sont autant de stigmates que l'enfant devra porter toute sa vie. Permettez-moi de rappeler ces chiffres terribles qui nous permettent de prendre la mesure de l'ampleur du phénomène. Selon la Fondation pour l'enfance, 85% des parents français ont déjà eu recours à ces violences éducatives ordinaires. 75% des maltraitances infantiles sont le fait de punitions éducatives corporelles. Et plus de 50% des parents ont déjà frappé leur enfant avant l'âge de 2 ans, persuadés que l'éducation qu'ils avaient eux-mêmes reçue leur avait été utile et profitable.
Rien n'est plus faux que l'idée selon laquelle les violences éducatives ordinaires forgeraient le caractère. En 2013, rappelez-vous, la Fédération de France avait lancé cette campagne choc contre les mauvais traitements éducatifs avec pour nom « Il n'y a pas de petites claques ». Études à l'appui, nous savons aujourd'hui qu'une éducation punitive a des conséquences désastreuses sur le développement, sur la santé mentale, sur la stabilité affective de l'enfant. Des conséquences qui sont à la fois immédiates et de long terme. Elles portent sur toute la vie du sujet qui aura eu à essuyer des humiliations et des châtiments corporels dans leur prime enfance. À court terme, on observe une hausse des comportements agressifs chez les enfants ayant subi des violences, un risque accru de troubles cognitifs. À long terme, on peut observer une baisse de l'estime de soi, l'augmentation des comportements antisociaux, l'augmentation de la prévalence de certains troubles mentaux, de certaines addictions. Et pour les cas les plus graves, une déficience mentale liée à une réduction de la zone grise du cerveau, un risque d'obésité plus élevé, ainsi que des troubles cardiovasculaires. Les anciens enfants battus, comme Thierry Beccaro, dont il a beaucoup été question ces dernières semaines et que j'ai eu l'occasion de recevoir au ministère, ont également pu témoigner des phénomènes de cercles vicieux auxquels ils se trouvent exposés. Les enfants victimes de violences familiales sont susceptibles de devenir des adultes constamment habités par la peur et par l'insécurité. Une fois qu'un coup est porté à son enfant sous couvert éducatif, le risque d'aller crescendo est présent et peut mener au pire. Début mai, un rapport commun de l'Inspection générale de la justice, de l'Inspection générale de l'éducation nationale et de l'IGAS m'a été remis sur les morts violentes d'enfants. En dehors de tout systématisme, l'enquête révélait que parmi les 72 morts violentes d'enfants observées en moyenne chaque année, plus de la moitié avaient subi des violences graves et répétées, dans un contexte de violence conjugale avant leur mort. Les études observent aussi un risque de reproduction des actes de maltraitance d'une génération à l'autre, et j'en reviens à ces 50% de parents ayant frappé leurs enfants alors qu'eux-mêmes l'avaient été dans leur enfance. Il y a donc une urgence à agir, il y a urgence à casser ces dynamiques de reproduction de la violence. Il y a urgence à agir et à voter une proposition de loi d'interdiction des violences éducatives ordinaires. Ce vote qui vous est soumis aujourd'hui permettra à notre pays de faire un pas de plus vers la traduction effective de nos engagements internationaux dans le droit interne. Il y a dans notre pays, vous le savez, une absence d'interdiction formelle des violences éducatives ordinaires. En droit interne, nous subsiste encore dans notre jurisprudence ce droit de correction totalement anachronique. Cela a conduit, vous le savez, en 2015, le Comité européen des droits sociaux a constaté la violation par notre pays de l'article 17 de la Charte sociale européenne. En vertu de cet article, la France, comme tous les autres États membres, je le cite, doivent s'engager à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation. Notre pays, vous le savez, reste l'un des 5 derniers pays européens à ne pas avoir intégré dans son droit cette interdiction. Je veux aussi rappeler que nous allons fêter en novembre prochain le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la France peut-elle décemment célébrer cet anniversaire sans respecter l'article 19 de cette Convention qui dispose que les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale. En votant cette loi, nous voulons que la France se rapproche de l'avant-garde des pays promouvant une éducation sans violence, une éducation bienveillante. En tant que signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant, notre rôle est de récuser purement et simplement le droit des parents à faire souffrir leurs enfants. Notre rôle est d'exiger au nom des enfants, de leur intérêt supérieur, un droit absolu à la dignité et à l'intégrité physique. Il y a là un signal que certains jugeront symbolique, mais qui est en réalité un signal extrêmement fort adressé aux jeunes et futurs parents de notre pays. Ce que nous souhaitons, c'est effectivement promouvoir une éducation bienveillante, fondée sur la confiance, fondée sur le dialogue, fondée sur le respect mutuel. Janusz Korczak aimait à comparer l'enfant à cet étranger plongé, je le cite, dans une ville inconnue dont il ne connaît ni la langue, ni les coutumes, ni la direction des rues. Pour s'orienter, l'enfant a besoin de repères. Il doit pouvoir trouver une oreille attentive et une main réconfortante tout au long de sa vie. Une vie faite de joie et d'erreurs, car vous le savez, l'erreur est le sel de l'apprentissage.
Nos maîtres d'école ressassaient que la répétition est l'art de la pédagogie. Cet art requiert de la patience, de la méthode, une attention quasi éthique portée à l'autre. En un mot peut-être de l'amour. Et c'est d'ailleurs ce terme qu'emploie le préambule de la Convention internationale des droits de l'enfant pour décrire l'atmosphère familiale dans laquelle devrait grandir chacun de nos enfants. Alors, vous me direz que le législateur n'a certainement pas vocation, ni même probablement le mandat, d'instituer l'amour comme fondement de la relation filiale. Il a en revanche, je pense, la capacité de mieux aider les parents dans la conception de leur projet parental. Et c'est tout le sens de la politique de soutien à la parentalité que nous menons, que je mène, à la tête de ce secrétariat d'État à la protection de l'enfance. Je partage avec mes collègues du ministère de la Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn et Christelle Dubos, cette conviction simple: on ne naît pas parent, on le devient. Et l'apprentissage de la parentalité relève d'un équilibre ténu entre confiance en soi et capacité à répondre aux besoins de l'enfant. Les violences éducatives sont l'expression d'un déséquilibre qui affecte la nature même de cette relation entre les parents et leurs enfants. La prévention des difficultés éducatives des parents constitue le socle de ma politique en protection de l'enfance. Je veux croire qu'une politique de soutien à la parentalité efficace, dans un monde idéal peut-être, rendrait superflues les mesures de protection. Nous voulons d'une politique sociale qui puisse répondre aux besoins de chaque famille, qui puisse offrir une réponse sur mesure aux questions des jeunes parents. Certaines familles peuvent en auront besoin davantage que d'autres, auront besoin d'un soutien ponctuel, d'autres d'un accompagnement plus complet et sur le long terme probablement. Cet accompagnement, c'est l'incarnation de ce volet prévention de notre politique de l'enfance, car protéger les enfants, cela commence parfois par mieux accompagner les parents dans leur projet même d'être parents. Et c'est tout l'objet de ce parcours sur les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant sur lequel nous travaillons, ces 1000 premiers jours qui s'étirent du 4e mois de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et c'est en effet lors de ce parcours que tout se commence, tant sur le plan de la santé de l'enfant, de son développement ou de sa stabilité affective. Ces 1000 premiers jours, c'est aussi là que se forgent, que se creusent, que se développent parfois les inégalités sociales. Et c'est pour ces raisons, c'est sans doute lors de ces 1000 premiers jours que le parent a le rôle le plus décisif et que pèsent sur lui les plus grandes appréhensions aussi parfois. Comment donner la première tétée, puis le premier biberon? Que faire face à un bébé qui ne cesse de pleurer? Et pourquoi ne faut-il pas le secouer? Comment faire concorder le cycle de vie du bébé avec mes propres impératifs? Pourquoi ne pas l'exposer aux écrans? Pourquoi encore l'exposer à une éducation bienveillante? Notre mission d'accompagnement est à ce titre essentielle, voire vitale, en ce qui concerne la prévention du syndrome du bébé secoué. Et je conçois cette politique de soutien à la parentalité comme reposant sur 2 outils majeurs. Tout d'abord, une protection maternelle et infantile, mieux soutenue financièrement et rebâtie autour de ces missions historiques de prévention. Et je pense notamment aux visites à domicile maternelles et préventives ou à la mise en place d'un entretien prénatal obligatoire au 4e mois de grossesse et qui sera inscrit au prochain projet de loi de finances de la sécurité sociale que vous aurez à débattre en cet hémicycle. La protection maternelle et infantile d'un côté, de l'autre, ce que j'ai appelé un passeport 1000 jours qui permettra une meilleure coordination des actions de soutien à la parentalité. Un carnet de santé dématérialisé, des informations, des services à destination des jeunes parents, qu'il s'agisse de l'éveil de l'enfant, de ses soins. Et l'ensemble de ces services sera structuré autour d'un principe simple, une fois encore, que je réitère, celui de l'éducation bienveillante. Vous l'aurez compris, cette éducation bienveillante est au cœur de notre nouvelle approche des politiques de l'enfance et le vote de cette proposition de loi constitue, à ce titre, une avancée importante. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, cette proposition de loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires a aussi vocation à graver dans le marbre une égalité de droits entre enfants et adultes. Et permettez-moi ici de saluer le travail exemplaire de la députée Maude Petit, qui se trouve avec nous aujourd'hui, qui est à l'initiative de cette proposition de loi. Saluer aussi le travail de Laurence Rossignol, qui avait déposé une proposition de loi analogue dont nous avons débattu ici il y a quelques semaines. Et plus encore, peut-être, saluer la pédiatre Edwige Antier, qui, alors députée en 2010, sauf erreur, aura été la première à déposer une proposition de loi
visant à protéger nos enfants de ces violences. Être parent, c'est être garant du respect des droits de ceux qui sont à sa charge. Être parent, c'est respecter l'enfant pour ce qu'il est et aussi en tant qu'être en devenir. L'enfance est un âge de la vie avec ses valeurs, ses sensibilités, ses aspirations et ses stratégies sociales aussi. L'enfant n'est en aucun cas inférieur à l'adulte. Une telle conception de l'enfance peut mener au pire et par exemple à justifier ce droit de correction, cette norme coutumière contre allégem allant au-devant de cet article 222-13 du Code pénal, lequel constitue comme violence aggravée le fait pour un ascendant d'exercer des violences non suivies d'interruption temporaire de travail, la sanction étant plus élevée encore s'agissant d'une victime mineure de 15 ans ou moins. Le message de prohibition figurera, grâce à cette proposition de loi, dans le Code pénal en appui de l'article 222-13. Pour lui donner une meilleure visibilité, nous le ferons également figurer en première page de l'ensemble des carnets de santé de nos enfants. Le poids de la culture et des traditions n'est pas négligeable parfois. La violence est alimentée, confortée par une certaine tolérance de l'opinion publique. Il suffit d'observer la légèreté de ton privilégiée par certains pour vanter encore aujourd'hui les vertus du châtiment corporel. Le vote de cette proposition de loi est une première pierre à l'édifice du soutien à la parentalité. Notre tâche à présent est de changer les pratiques et le regard de nos concitoyens sur les faits de maltraitance. Nous devons à présent parler d'aventure éducative. On ne peut, à ce titre, que se remémorer ces très belles lignes de Janusz Korczak pour entrevoir le plus beau et difficile métier de parent. Je le cite. « Vous dites, c'est fatigant de fréquenter les enfants. Vous avez raison. » Vous ajoutez, parce qu'il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit. Là, vous avez tort. Ce n'est pas cela qui fatigue le plus. C'est plutôt le fait d'être obligé de s'élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de se hisser sur la pointe des pieds pour ne pas les blesser. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire la fierté certaine qui est la mienne d'être devant vous aujourd'hui, au nom du gouvernement, pour soutenir cette proposition de loi. Elle répond à notre engagement en faveur d'une société sans violence faite aux enfants, d'une société qui est plus attentive à la place et à la parole de l'enfant. J'accueille donc, vous l'aurez compris, cette proposition de loi avec enthousiasme et vous invite, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, à l'adopter le plus largement possible. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Marie-Pierre de La Gontrie, rapporteure de la Commission des lois, et ce pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente de la Commission des lois, le 6 mars dernier, nous étions dans cet hémicycle pour adopter à l'unanimité la proposition de loi qui avait été déposée, vous vous en rappelez, par notre collègue Laurence Rossignol, que je salue, et l'ensemble des membres du groupe socialiste, et qui visait à interdire les violences éducatives ordinaires. Quelques semaines auparavant, nos collègues députés avaient adopté un texte similaire à l'initiative de notre collègue Maude Petit, que je salue également et qui est présente dans les tribunes ce soir. C'est cette proposition que nous allons examiner ce soir. Ces deux textes poursuivent le même objectif, ils ont été rappelés par le ministre à l'instant, la lutte contre les violences éducatives ordinaires, ce terme qui m'a toujours choqué, mais qui recouvre à la fois les coups, les gifles, les cris, les humiliations, les insultes, et l'affirmation de la non-violence comme principe d'éducation. Ils répondent à une attente, à une évolution nécessaire de la société, mais ils s'inscrivent aussi dans la continuité de deux lois importantes en matière de protection de l'enfance. Celle du 5 mars 2007, portée par notre collègue président de la commission des lois, Philippe Bas, qui était fort triste de ne pouvoir rester parmi nous pour ce débat, et celle du 14 mars 2016, proposée par nos collègues Michel Meunier, que je salue également, et Muguette Digny, soutenue à l'époque par notre collègue Laurence Rossignol, alors secrétaire d'État. Chacun sait que la violence ne peut être un mode d'éducation, et pourtant, ces violences que l'on qualifie d'éducatives et d'ordinaires sont encore aujourd'hui communément admises, voire justifiées. Il est en effet établi que 85% des enfants y ont recours dans l'éducation de leur enfant, et pour plus de 50% d'entre eux, avant l'âge de 2 ans. Ces chiffres montrent combien ces pratiques sont encore largement répandues. Et nous ne devons pas les minimiser, même si, bien sûr, et c'est une bonne chose, les mentalités évoluent progressivement. Ils montrent aussi,
et surtout combien cette prise de conscience collective qui se fait peu à peu est nécessaire. Cette prise de conscience repose sur l'affirmation d'un principe simple qui a été déjà rappelé, la violence n'est pas acceptable, qu'elle soit exercée envers un adulte ou envers un enfant. Et c'est tout le sens de la démarche législative qui a été entreprise conjointement et par l'Assemblée et par le Sénat. Depuis près de 20 ans, les recherches scientifiques ont mis en évidence les conséquences néfastes pour l'enfant. Des travaux en neurobiologie ont démontré que l'exposition au stress fragilisait le développement cérébral de l'enfant, ce qui pouvait favoriser des troubles de l'apprentissage ou de la mémorisation, et que ces violences pouvaient conduire l'enfant à intérioriser l'idée d'une violence admise, tolérée à l'encontre des personnes proches, et qui pouvait être ce qu'on appelle un mode de résolution des conflits. Donc cette forme de banalisation du recours à la violence pouvait conduire à cette habitude de son usage lorsque l'on devient adulte, et donc passer y compris, cela a été documenté, aux violences conjugales. Et donc, on voit, la Fondation pour l'enfance a fait ses études, que 75% des maltraitances débutent dans un contexte de punition corporelle et qu'elles en constituent le terreau. Ce n'est donc pas, vous l'avez compris, un sujet anodin ou un sujet anecdotique, comme certains le pensent, et nous avons cette responsabilité comme législateurs de nous assurer de la protection des plus vulnérables. Notre droit, nous le savons, est aujourd'hui insuffisamment protecteur. Certes, le Code pénal punit et prohibe toutes les violences commises sur des mineurs, sanctionne leurs auteurs par 3 ans d'emprisonnement, 5 ans lorsque les violences sont commises par un ascendant, donc le parent. Mais, vous le savez, la Cour de cassation reconnaît aux parents et aux éducateurs ce qu'elle appelle un droit de correction et admet ces violences lorsqu'elles n'auraient pas causé de dommages à l'enfant, on ne sait pas très exactement de quoi l'on parle, elles resteraient proportionnées aux manquements commis, ne présenterait pas de caractère humiliant et n'aurait pas causé donc de dommages, je le précisais tout à l'heure. Et donc implicitement, elle signifie aux parents, au-delà de l'ensemble de la société, qu'il existerait une sorte de violence nécessaire et acceptable pour l'éducation des enfants, alors même que les études scientifiques que je rappelais tout à l'heure concordent sur les répercussions négatives de ces comportements sur le développement de l'enfant. La proposition de loi qui nous est soumise, vous le savez, car nous avons déjà eu ces débats et en commission et bien entendu dans cet hémicycle au mois de mars, ne modifie pas le Code pénal. Elle vise, dans les mêmes termes que nous avons adoptés en mars dernier, ici dans cet hémicycle, à modifier et à le compléter l'article 371-1 du Code civil. Elle comporte également 2 articles plus secondaires sur lesquels je reviendrai. Rappelons que cet article du Code civil, il est très symbolique car il est lu aux futurs époux au moment de la cérémonie de mariage et donc il a un intérêt fort dans son énoncé. C'est l'article qui définit l'autorité parentale et c'est l'article qui prévoit l'obligation de protection de la part des parents à l'égard des enfants. Et il sera donc complété par un alinéa affirmant que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Cette référence aux violences physiques ou psychologiques inclut donc les châtiments corporels comme les humiliations et toute autre forme de violence. Il ne prétend pas régler à lui seul le problème de la violence éducative. Inscrire dans la loi un principe constitue le cœur d'une éducation bienveillante, permettra d'accompagner le changement social déjà à l'œuvre et de lui donner un fondement juridique. Inscrire dans la loi de façon explicite l'interdiction de toute violence permettra aussi l'évolution de la jurisprudence que j'évoquais tout à l'heure, qui ne pourra plus s'abriter derrière cet attribut implicite de l'autorité parentale que constituerait l'existence d'un droit de correction. Donc poser le principe de cette interdiction permet d'avancer sur ces sujets, mais, et cela a été rappelé à l'instant par le gouvernement, cela permet aussi de nous mettre en conformité avec nos engagements internationaux, puisque l'interdiction de cette violence est énoncée spécifiquement dans la Convention internationale des droits de l'enfant, que la France a ratifiée en 1990 et dont on fête, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 30e anniversaire. Cette convention qui prévoit une obligation pour les États parties de prendre toutes les mesures législatives pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique. Vous le savez, la France a été rappelée à l'ordre à plusieurs reprises, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, le Comité européen des droits sociaux, et donc il est nécessaire aujourd'hui d'avancer, d'autant que nous sommes un peu en retard sur la scène européenne. Un grand nombre de pays en Europe ont désormais inscrit ce principe dans la loi, la Suède depuis 40 ans, et en Europe, 23 des 28 pays l'ont fait. À l'échelle internationale, 54 pays sont abolitionnistes et donc il est temps, nous semble-t-il, de rattraper ce retard.
Donc je ne vais pas revenir ici sur les possibles incompréhensions qui pourraient exister sur le sujet auxquelles nous avons déjà répondu et sur lesquelles nous avons débattu lors de notre précédent débat. Je rappelle simplement qu'il ne s'agit pas de s'immiscer dans le quotidien des familles, mais d'agir en tant que législateur pour favoriser cette prise de conscience collective, encourager la mise en œuvre de programmes de sensibilisation en lien avec les travailleurs sociaux, les conseils départementaux, les professionnels de l'enseignement. Il faut évidemment rappeler la nécessité d'une mobilisation entière des pouvoirs publics pour accompagner cette disposition d'une politique de soutien à la parentalité. Et enfin, rappeler que, je l'ai déjà rappelé 2 fois, que la rédaction de l'article 1er de cette proposition de loi reprend mot pour mot ce qui a été voté dans cet hémicycle au mois de mars dernier. La commission des lois, d'ailleurs, à l'époque, avait pris soin de prendre comme référence ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale, car nous souhaitions aboutir à une convergence des textes. Donc, nous avons aujourd'hui des textes jumeaux. Le texte qui nous est soumis a 2 articles complémentaires. Le premier qui prévoit l'obligation de formation des assistantes maternelles. Nous avions eu l'occasion d'en parler ici, car notre collègue Boulay-Espéronnier avait souhaité déposer un amendement sur ce sujet. Nous avions à l'époque indiqué que cela était déjà largement prévu, le secrétaire d'État l'avait rappelé, et donc nous n'avions pas retenu cette suggestion, c'est désormais dans le texte. Et enfin, il est prévu dans l'article 2 que le gouvernement remette au Parlement un rapport sur les politiques de soutien à la parentalité et de formation des professionnels de l'enfance. Ces 2 articles, vous l'avez compris, ne sont pas au cœur du dispositif dont nous parlons ce soir. Le premier est satisfait, je le rappelais. Le second, cette demande de rapport, j'ai appris depuis quelques mois que je suis sénatrice que le Sénat est peu disposé à voter des demandes de rapport, mais le président Bas nous le rappelle souvent, le gouvernement n'était pas dans l'obligation constitutionnelle d'y déférer. Je pense que cet article ne pose pas de frein à l'adoption donc de ce texte. Donc, il est inutile de prolonger le débat. Nous pouvons, sur une disposition centrale, voter la disposition dans ce texte, puisque nous l'avons voté au mois de mars. La Commission a adopté à l'unanimité, et je remercie les collègues qui ont travaillé et réfléchi sur ce sujet pour que nous arrivions à cette unanimité, et le président de la Commission des lois qui a joué un rôle important dans cette démarche. Ce texte a été adopté sans modification. Le Sénat sera l'Assemblée qui permettra l'inscription dans la loi de l'interdiction de toute violence dans l'éducation des enfants. C'est une modification qui est attendue. La France y est prête. Nous pouvons la rendre concrète et nous ne devons pas passer à côté de cette occasion de faire avancer la protection de l'enfance. Merci, Madame la rapporteure. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Dany Wattebled pour 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est examinée aujourd'hui vise à inscrire dans le Code civil le principe selon lequel l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique, permettant à la France de se conformer à ses engagements internationaux et de rejoindre la quasi-totalité des pays européens qui ont affirmé un principe analogue. Ce texte conduira également à l'évolution de la jurisprudence pénale admettant le droit de correction des parents. Cette proposition de loi prévoit également de former les assistantes maternelles à la prévention des violences éducatives ordinaires. Elle contient aussi une demande de rapport destinée à dresser un état des lieux de ces violences éducatives, ainsi qu'à examiner comment les politiques publiques de soutien à la parentalité et de formation des professionnels de l'enfance pourraient être renforcées. Ce texte part d'une bonne intention, la volonté de lutter contre les violences faites aux enfants. Cette volonté, nous la partageons tous au sein de cet hémicycle, bien évidemment. Oui, maltraiter un enfant est inacceptable. Oui, violenter un enfant est intolérable. Mais je peux m'empêcher de m'interroger sur le bien-fondé de cette énième proposition de loi anti-fessée. Au mois de mars dernier, déjà, nous avions examiné et adopté un texte similaire déposé par notre collègue Laurence Rossignol. Aujourd'hui, nous sommes saisis d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par notre collègue député Maudepetit. Or, en l'état actuel de notre droit nous donne tous les moyens, tous les outils nécessaires, notamment l'article 222-13 du Code civil, interdit déjà toute forme
de violences physiques envers les enfants et érige en circonstance aggravante le jeune âge de la victime. Donc la règle posée ici est de nature exclusivement civile. Elle n'est pas liée à une sanction. Elle reste donc d'une portée limitée en rappelant simplement une saine inspiration qui doit guider l'attitude des parents à l'égard de leurs enfants. Cette règle, ce texte relève d'une portée symbolique et pédagogique. Dès lors, il nous amène à nous interroger légitimement sur notre travail et notre mission législative. Car la loi ne saurait simplement être symbolique. Elle doit avoir une portée certaine. De même, la loi ne saurait être floue et imprécise. Or, ce texte ne définit à aucun moment ce que sont les violences éducatives ordinaires contre lesquelles il entend lutter. Oui, il s'agit d'un texte symbolique qui n'ose ni aller jusqu'à la sanction pénale, ni nommer précisément les faits ou comportements qui entrent dans son périmètre. Monsieur le ministre, mes chers collègues, aucune violence contre les enfants, qu'elle soit physique, verbale ou psychologique, n'est acceptable ni excusable. À cela, nous y comptons tous. Mais tout comme notre collègue Laurent Rossignol, cette proposition de loi laisse au sein du groupe Les Indépendants un sentiment très mitigé. Toutefois, il apparaît inutile de prolonger la navette sur un texte dont la disposition centrale, à l'article 1er, a déjà été adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées. Ce texte, s'inscrivant dans la continuité des lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016, relatives à la protection de l'enfance, son adoption sans délai mettra ainsi la France en phase avec la majorité de ses partenaires européens. C'est donc dans un esprit consensuel que le groupe Les Indépendants votera ce texte. Merci. Merci. La parole est à Madame Pascale Gruny pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour débattre sur l'interdiction des violences éducatives ordinaires, 4 mois seulement après avoir déjà voté une proposition de loi socialiste quasiment identique. Aussi, mes chers collègues, je m'interroge. Que doivent penser nos concitoyens du temps que nous passons à ressasser les mêmes débats ? Ne devrions-nous pas mettre à profit notre précieux temps législatif à d'autres sujets qui préoccupent vraiment les Français ? J'aurais préféré que l'on consacre ce temps à réfléchir aux moyens à mobiliser pour lutter contre la maltraitance des enfants ou même la violence faite aux femmes. Une nouvelle fois, on s'amuse avec le sujet de la fessée, mais on ne propose rien de concret pour empêcher et sanctionner la vraie violence. Notre position reste la même qu'il y a 4 mois. Cette proposition de loi n'apporte rien de révolutionnaire. L'article 1er de la proposition de loi complète l'article 371-1 du Code civil en précisant que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec cette affirmation qui rappelle l'importance de proscrire toute violence car elle laisse des traces psychologiques, parfois irréversibles, chez les enfants. Sauf que notre droit permet déjà de sanctionner, punir et condamner les parents qui se rendraient coupables de maltraitance. Est-il nécessaire d'en rajouter ? Je n'en suis pas certaine. Il faut juste appliquer. La formulation proposée dans le texte est davantage symbolique que juridique, puisqu'elle ne s'accompagne donc d'aucune sanction pénale à l'encontre des titulaires de l'autorité parentale. Si l'objectif proclamé est de faire de cette loi un levier d'action efficace pour réduire les maltraitances, l'échec scolaire, les suicides, les comportements antisociaux et la délinquance, alors il serait préférable qu'elle soit réellement applicable. Or, le dispositif proposé se contente d'énoncer sans encadrer. La règle posée ici est de nature exclusivement civile, sans sanction liée. Elle vise à énoncer un principe, je cite l'exposé des motifs, ayant vocation à être répété aux pères et mères. N'est-ce pas là plutôt la fonction d'un discours politique plutôt que celle d'un texte du Code civil ? La loi ne doit pas être seulement symbolique, elle doit avoir une portée certaine.
Le dispositif proposé soulève une autre difficulté, la définition de ce que sont précisément les violences éducatives ordinaires. Veillons à ne pas confondre ce qui est de la maltraitance avec ce qui vise à stopper certaines pratiques des enfants. À un moment donné, il faut bien leur dire non. Et n'est-ce pas un certain François Bayrou, alors candidat à la présidentielle, qui avait giflé un enfant dans la rue en 2002 pour l'empêcher de lui faire les poches? Doit-on bannir toute éducation qui pourrait comporter parfois, sans forcément une intention évidente des parents, un geste ferme pour indiquer à un enfant de ne pas toucher aux plaques de cuisson chaudes, aux produits ménagers ou aux prises électriques? Quels gestes entrent dans la case violence? Quels autres sont au contraire tolérables? La rédaction proposée est peu intelligible de ce point de vue. Une fois de plus, son application, alors qu'elle a initialement pour vocation de clarifier une jurisprudence, ne semble pas évidente. Si le droit n'est pas clair, comment espérer dès lors son application uniforme? Troisième point, les Français en ont assez de cette ingérence de l'État qui voudrait les rééduquer et qui viendrait leur dire comment éduquer leurs enfants. L'éducation relève en premier lieu des parents et du cercle familial. Être mère, être père, c'est une responsabilité. Elle doit être assumée pleinement. C'est un devoir à l'égard de l'enfant, mais aussi à l'égard de la société dans laquelle celui-ci est amené à vivre, à grandir, à faire des choix, à agir. Le rôle du politique, s'il est de rappeler aux parents cette obligation, doit aussi respecter la liberté éducative des parents. Bien sûr, parfois, il faut aider certains parents à être parents. Et je salue à ce titre l'article 2 du texte qui annonce un rapport gouvernemental qui évaluera les besoins et moyens nécessaires à la mise en œuvre d'une politique d'accompagnement des futurs parents. J'espère toutefois qu'il ne restera pas lettre morte et qu'il se traduira par des dispositifs concrets de soutien à la parentalité. Pour conclure, mes chers collègues, je crois qu'il est temps de cesser d'opposer les bons qui seraient contre les violences et les méchants qui seraient pour. Nous sommes tous opposés aux vraies violences contre les enfants. Nous sommes tous favorables aux initiatives qui visent le bien-être de l'enfant et son intérêt. Et nous sommes tous convaincus que l'éducation est un sujet crucial au fondement même de la société. Par souci de cohérence, nous voterons ce texte, car il correspond peu ou prou à ce que nous avions voté il y a 4 mois. Et même s'il revêt un caractère essentiellement symbolique, il a au moins le mérite de rappeler une règle de bon sens dont la violation est déjà sanctionnée par la loi. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Patricia Schillinger. Pour 6 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, pour la seconde fois en l'espace de quelques mois, notre Assemblée examine un texte dont l'objectif est de faire reculer les violences éducatives en inscrivant dans notre droit civil le principe d'une autorité parentale non violente. Après l'adoption de la proposition de loi de notre collègue Laurence Rossignol le 6 mars dernier, nous retrouvons en effet à l'article 1er du texte qui nous arrive à l'Assemblée, une rédaction identique pour compléter l'article 371-1 du Code civil. En ces termes, l'autorité parentale s'exerce sans violence physique et psychologique. Notre groupe soutient pleinement cette modification du Code civil, qui est bien plus que symbolique, puisque le juge pénal, le juge aux affaires famille et le juge des enfants pourront s'appuyer sur cette définition utile complétée de l'autorité parentale. Il faut en effet rappeler haut et fort qu'il ne saurait y avoir aucune vertu pédagogique à la violence, au châtiment, à l'humiliation. Au contraire, est-il besoin de le rappeler, nombre d'études révèlent les graves conséquences des violences éducatives sur le développement de l'enfant. Atteinte à la confiance en soi, culpabilisation, troubles du comportement et de l'apprentissage, encouragement à percevoir la violence comme un mode acceptable de règlement des différends, potentielle transmission intergénérationnelle de la maltraitance. Aussi, il est important d'être plus volontariste encore pour informer et sensibiliser l'ensemble de notre société aux vertus d'une éducation bienveillante et non violente, ce qui n'exclut pas pour autant la discipline.
Mais l'autorité n'est pas la violence. Disons-le haut et fort, dans la famille comme ailleurs. Les articles 1 bis et 2 de la proposition de loi n'appellent pas de remarques particulières. L'un précisant la formation des assistantes maternelles en matière d'éducation sans violence, l'autre demandant un rapport du gouvernement. Notre groupe votera donc ce texte en félicitant celles et ceux qui ont œuvré au rapprochement des deux propositions de loi, au premier rang desquelles Madame la rapporteure. Je vous remercie. Merci Madame la sénatrice. La parole est à Madame Esther Benbassa pour 6 minutes. Monsieur le Président n'est pas là, donc voilà. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il y a quelques mois, à l'initiative de notre collègue Laurence Rossignol, nous adoptions un texte relatif à l'interdiction des violences éducatives ordinaires, preuve qu'un tel sujet tend à prendre une véritable importance. C'est cette fois sur une PPL extrêmement similaire issue de l'Assemblée nationale que nous allons légiférer. Pour rappel, depuis les années 1980, de nombreux pays ont adopté une législation abolitionniste, notamment la Suède dès 1979, la Finlande en 1983 et la Norvège en 1987. Actuellement, 32 des 47 États membres du Conseil de l'Europe ont interdit les châtiments corporels à l'encontre des enfants. Il est grand temps que la France, elle aussi, se dote d'un dispositif législatif similaire et effectif. C'est d'ailleurs l'avis de nombreux neurologues et pédopsychiatres qui déclarent qu'interdire les châtiments corporels et moraux est avant tout un impératif de santé publique. Les conséquences d'une éducation violente sur la santé sont multiples. Mes prédécesseurs ici ont longuement parlé. L'agressivité et les sévices habituent les enfants aux relations de domination et aux humiliations. Cette brutalité se répercute ainsi sur les rapports sociaux et s'étend à toutes les autres sphères de la vie sociale. Françoise Dolto, célèbre psychanalyste, déconstruisait déjà au début des années 70 l'idée que l'éducation avait à se conjuguer avec l'autorité et la punition. Ces travaux ont permis à l'enfant d'accéder au statut de personne à part entière. 30 ans après son décès, nous sommes enfin prêts à inscrire dans la loi l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Longtemps, nous avons toléré le droit de correction, je le mets entre guillemets, dans la sphère familiale et dans les milieux éducatifs. Cette acceptation consciente ou inconsciente illustre les derniers vestiges du patriarcat et d'une époque où la soumission au pater familias était culturellement la règle. Ce droit de correction, admis par la jurisprudence, nous a valu de nombreuses condamnations par les instances européennes pour non-respect des obligations en matière de protection des enfants. L'aide à l'enfance et la défense du mineur ne sont d'ailleurs pas limitées à une sphère strictement familiale. Que dire aussi des mineurs étrangers isolés, des enfants placés et des pupilles de la nation qui subissent parfois de plein fouet une violence institutionnelle doublée de violences éducatives ordinaires qui ont lieu dans certains services de la protection de l'enfance. Mes chers collègues, je souhaite également vous rappeler les chiffres suivants. 2 enfants meurent chaque année. 73 000 enfants sont victimes de violences par an.
La lutte contre les violences éducatives ordinaires concerne tous les mineurs et ne se limite pas à la sphère familiale. Beaucoup reste encore à faire en la matière. Développons les services d'aide à la parentalité et ce dans tous les milieux, aisés comme défavorisés. Quartiers huppés ou banlieues paupérisées, tous sont concernés. À celles et ceux qui répondront que cette loi culpabilisera les parents, qu'il y a ingérence de l'État dans les relations intrafamiliales, il n'en est rien. Il y a quelques décennies, on considérait aussi la violence faite aux femmes comme une affaire privée, un droit de correction maritale. Pourtant, désormais, contrairement aux femmes qui, face à la violence conjugale, ont la possibilité, même si cela n'est jamais aisé, de dire non et de menacer de partir ou de divorcer. Les enfants, hélas, ne bénéficient pas de ces alternatives. C'est donc à la société de poser un interdit très clair avant la première violence, si minime soit-elle. C'est à la société de lutter contre cette banalisation. Si cette loi, accompagnée d'une campagne de sensibilisation, permettra de faire évoluer les mentalités et de clarifier le rapport d'autorité liant les parents à leurs enfants, nous ne pouvons que soutenir une telle initiative. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Maryse Carrère pour 7 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Pour Françoise Dolto, l'enfant, dès son plus jeune âge, est un être de langage. Il convient de l'écouter avec sérieux. Il est à égalité d'être avec un adulte et à ce titre, il est un analysant à part entière. Nous étions à la fin des années 70. Il faudra ensuite attendre 1989 pour que soit adoptée la Convention internationale des droits de l'enfant qui viendra consacrer l'enfant comme une personne à part entière. Définir et renforcer les droits des enfants, c'est faire un pas vers l'égalité, leur donner une vraie place dans la société et prendre en compte l'importance de cette étape où va se développer leur perception des autres. Cette prise en compte est primordiale, car elle intervient à une période essentielle de la construction de l'individu. C'est là qu'il acquiert des valeurs et des normes qu'il internalise et qui conditionneront l'adulte de demain. Depuis plusieurs années, les études le prouvent. Le recours à la violence, notamment la fessée, considérée encore comme une méthode éducative, favorise pourtant l'agressivité des enfants, conforte la baisse de leur estime et peut pénaliser leurs résultats scolaires. Plus alarmant, cette violence est parfois la porte d'entrée de châtiments plus graves. Aussi, il est important que nos enfants n'identifient plus la violence comme un mode d'éducation. Si certains pays comme la Suède ont légiféré à ce sujet depuis près de 40 ans, la France, elle, continue de violer ses engagements internationaux. Doit-on s'accommoder de cette loi du plus fort où il suffit d'en venir aux mains pour régler un conflit et éduquer un enfant? Si le Code pénal interdit déjà toute forme de violence physique envers les enfants, notamment les plus jeunes, en faisant une circonstance aggravante, rien n'est prévu à ce sujet dans le Code civil. Cette proposition de loi, en prévoyant à l'article 371.1 du Code civil que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique, vient clarifier la situation et poser un principe clair. Aucune éducation ne peut se faire par le châtiment corporel et en faisant un pas dans cette voie, la France honore enfin ses engagements internationaux. Ici, il s'agit de poser l'interdit de manière civile. Le but n'est pas de stigmatiser ni faire culpabiliser les parents, mais d'orienter vers un changement de pratique sur le long terme. Le but n'est pas, comme nous avons pu l'entendre, de s'immiscer dans la vie familiale, mais bien de poser un interdit pour faire évoluer les mentalités dans un pays où 85% des parents ont encore recours à la fessée. J'en conviens, l'éducation n'est pas toujours chose aisée. À une époque où les parents sont le plus souvent sous pression, le lien familial a évolué ces dernières années, mais il est aujourd'hui nécessaire de faire évoluer les modes d'éducation. De nombreux exemples montrent qu'il existe des méthodes plus douces et vertueuses pour se faire écouter les enfants. Si j'en reviens au texte,
Outre la disposition prévoyant que l'autorité parentale s'exerce sans violence, ce dernier prévoit également une sensibilisation aux violences éducatives ordinaires lors de la formation des assistants maternels. Ils peuvent ainsi mieux identifier l'impact de telles pratiques sur l'enfant et développer un environnement éducatif plus sain. Ce texte vient apporter de nouveaux droits aux enfants et prendre en compte leur intérêt supérieur, conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant. Comme l'avait dit ma collègue Josiane Costes lors de la lecture du texte proposé par notre collègue Laurence Rossignol, c'est aux magistrats de la Chambre criminelle de la Cour de cassation de se saisir de cette loi pour mettre fin à cette pratique de notre temps. Ma conviction profonde, c'est qu'à l'avenir, il nous faudra toujours être plus vigilants sur les droits de l'enfant. Le récent rapport du Défenseur des droits sur ces sujets va d'ailleurs dans ce sens, en préconisant par exemple que les conseils départementaux ou les établissements hospitaliers désignent des référents en protection de l'enfance, ou bien en inscrivant dans la loi l'interdiction de toute rétention administrative, et ce, peu importe les circonstances pour les familles avec enfants. Enfin, je rappellerai que notre intervention dans le domaine des droits de l'enfant est essentielle. Comme l'explique Pierre Verdier, nous sommes passés d'une conception d'intérêt de l'enfant à une définition des droits de l'enfant. Le droit, justement, vient alors comme un régulateur de pratique. Il accompagne avant de sanctionner, il protège avant de punir et offre un cadre législatif pour une meilleure éducation. Je conclurai mon intervention par une remarque de forme. Je trouve regrettable qu'en matière de travail législatif, nous ayons eu à nous prononcer 2 fois sur un texte quasi identique. Même si le temps législatif est long, j'espère qu'à l'avenir, les différents groupes à l'Assemblée nationale comme au Sénat travailleront de concert afin que cette situation se reproduise le moins possible. Hormis cette remarque, vous l'aurez compris, l'ensemble des membres du groupe RDSE approuveront bien entendu ce texte qui marque une étape supplémentaire dans la reconnaissance des droits de l'enfant. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Elisabeth Doineau pour 8 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, Madame la représentante de la Commission des lois, chers collègues. Et oui, ça a été dit par un certain nombre de mes collègues ici, en mars dernier, lors de la discussion générale de la proposition de loi visant à lutter contre toutes les violences éducatives ordinaires, je terminais mon intervention par une critique, cette même critique que vous avez interprétée tous ici. Je commencerai celle-ci en la reformulant. Face à un sujet sociétal aussi important que les violences éducatives ordinaires, il est regrettable d'assister à l'examen en parallèle de 2 textes sensiblement identiques. Ce double débat est incompréhensible pour nos concitoyens. C'est une perte de temps et cela abîme le Parlement. Quelle image renvoyons-nous quand en mars dernier, nous avons examiné puis adopté, forcément, la proposition de loi de Madame Rossignol, alors que nous aurions pu adopter définitivement le texte de la députée Maude Petit. Le Sénat et l'Assemblée nationale auraient pu sortir grandis, et ça vient d'être dit d'ailleurs, en démontrant leur capacité à s'unir sur ce sujet essentiel. Certes, Monsieur le Ministre, la répétition est l'art de la pédagogie, mais en l'occurrence sur un sujet qui est unanimement sociétal, enfin en tout cas qui pourrait unanimement être porté par les uns et les autres, on aurait pu trouver un moyen de gagner du temps. Aujourd'hui, il est donc temps de mettre fin à un débat qui a secoué sporadiquement notre pays pendant plusieurs décennies. Débat qui s'est bien souvent résumé à des discussions de comptoir sur le thème « pour ou contre la fessée », tendant à invisibiliser les autres violences, notamment psychologiques. Comme nous le rappelle la Fondation pour l'enfance, violenter son enfance, c'est le marquer pour longtemps. Aucun acte de violence n'est anodin. Aujourd'hui, l'idée a fait son chemin. Les parents aspirent à une nouvelle forme de parentalité positive et à une relation avec l'enfant construite sur la confiance et sur l'apprentissage. Nombre de livres, d'émissions, de podcasts traitent de la parentalité bienveillante. Une prise de conscience s'affirme, la violence n'est pas une pratique éducative.
Parce que l'éducation joue un rôle fondamental, non seulement dans la formation d'un être humain, mais aussi dans l'évolution de la société, il est donc primordial de l'exercer avec bienveillance. Pourtant, les chiffres illustrent une autre réalité, et je crois que Madame de La Gontrie les a donnés, Monsieur le ministre les a donnés, donc je ne les répéterai pas, mais ils sont là et ils montrent combien, justement, il y a à débattre sur ce phénomène que nous ne devons plus aujourd'hui accepter. Depuis quelques années, les neurosciences ont démontré les conséquences irréversibles de la violence sur les fonctions cognitives de l'enfant. On le sait, la maltraitance émotionnelle entraîne chez l'enfant un stress nocif au bon développement de son cerveau. Ce stress peut détruire des neurones qui jouent un rôle dans la mémoire, dans la gestion des émotions, dans la résilience et dans les capacités relationnelles. Par ailleurs, via les neurones miroirs, l'enfant imite les parents. Ce que fait un adulte, l'enfant le reproduit. La bienveillance est donc la clé d'une éducation réussie. En conséquence, les services compétents en matière de petite enfance proposent des guides et des ateliers à la parentalité qui constituent une véritable formation à être ou à devenir parent. Un travail de sensibilisation de large envergure auprès des jeunes, futurs adultes et parfois futurs parents, reste également à imaginer, même s'il existe déjà des groupes de parole, des ateliers, des consultations PMI, des lieux d'accueil enfants-parents. Le 27 mars dernier, Monsieur le ministre, vous lanciez une concertation sur la prise en charge des enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance. J'assistais la semaine dernière justement à la remontée des travaux de 6 groupes de travail qui ont restitué donc leurs conclusions mercredi dernier. J'en retiens notamment la nécessité de maintenir un environnement stable et sans violence pour l'enfant. On est dans cette proposition et elle y participera sans doute. Enfin, cette semaine est importante pour la protection de l'enfance. Après l'Assemblée plénière du Conseil national de la protection de l'enfance hier, l'adoption définitive de cette proposition de loi aujourd'hui, les Assises nationales de la protection de l'enfance auront lieu les 4 et 5 juillet prochains à Marseille. Des annonces sont attendues. Vous en avez d'ailleurs dévoilé quelques-unes, en tout cas quelque peu diffusées ou infusées. Je fais le vœu que nous assistions à un tournant majeur pour la protection de l'enfance dans notre pays. Cette proposition de loi s'inscrit dans l'histoire. Nous rejoindrons ainsi les 54 pays dans le monde qui se sont déjà dotés d'une telle loi, 40 ans après la Suède qui en ouvrait la voie. Le groupe Union centriste votera favorablement cette proposition de loi. Merci. La parole est à Madame Michèle Meunier pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je commencerai mon propos par un extrait d'un verbatim à l'Assemblée nationale. Je cite « L'opinion publique est régulièrement choquée par le décès d'un enfant sous les coups de ses parents. Si, heureusement, les violences intrafamiliales ne tuent pas toujours, les spécialistes sont unanimes quant aux dégâts qu'elles occasionnent sur les enfants qui en sont les victimes. » Pour appeler l'attention de tous sur cet enjeu considérable, il faut compléter la définition de l'autorité parentale prévue à l'article 371-1 du Code civil en précisant que, parmi les devoirs qui la composent, figure celui de s'abstenir de toutes les formes de violence et de violence sous toutes les formes. C'est par ces mots, Monsieur le Ministre, que nos anciens collègues députés socialistes avaient choisi de motiver l'ajout à la loi Égalité et Citoyenneté en 2016 d'un amendement visant à interdire la pratique des violences dites éducatives ordinaires. Nous avions souligné déjà l'immense portée symbolique de cet article du Code civil qui est lu dans toutes nos mairies à l'occasion des mariages. Il est entendu par toute l'assistance, forcément attentive en ces moments solennels à la manière dont les familles se créent. Cette avancée n'était qu'une victoire de courte durée. Le Conseil constitutionnel, saisi par certaines et certains ici présents, a retoqué cette disposition, préférant conserver dans l'intimité de chaque famille, parfois ce huis clos ravageur, le droit de correction. Mais, nous le savons, le privé est politique, mes chers collègues. Et ce pas en avant ne demande qu'à être franchi à nouveau.
Aujourd'hui, nous y revenons de manière assumée et non détournée, et c'est tant mieux. Au Sénat, l'initiative d'une proposition de loi visant à interdire les violences éducatives ordinaires revient, comme cela a été dit, à notre collègue Laurence Rossignol, qui interviendra tout à l'heure. Le Sénat a déjà adopté en mars dernier un texte excluant les violences physiques ou psychologiques de la pratique de l'autorité parentale. Et je remercie ici notre collègue rapporteure Marie-Pierre de La Gontrie de nous proposer une synthèse en quelque sorte, une autre voie pour avancer de façon pragmatique et efficace. Sur le fond, l'interdiction des violences dites éducatives est un enjeu majeur de l'éducation de nos enfants. Il est aussi, n'en doutons pas, un moyen essentiel de changer le regard de notre société sur elle-même, de refuser que la violence puisse s'exprimer dans tout cadre, qu'elle puisse être tolérée et qu'elle relève des décisions individuelles ou des choix de vie. Élever les enfants dans la violence, leur parler fort, les menacer, les frapper, les humilier, les réprimer, les dénigrer systématiquement, c'est dessiner trait à trait une société violente. Être violent devant ses enfants et vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est former des adultes à la violence, à être violents. Et nous savons que nos enfants se construisent par mimétisme. Nous mesurons d'ailleurs la place qu'occupent les modèles parentaux dans la construction psychique des enfants. La docteure en psychologie clinique Karen Sadlier nous le rappelle. L'enfant confronté à des violences dans le couple ou dans la famille les banalise. Plus tard, il apprécie moins la peur et se met plus rapidement en danger et en fait un mode d'expression. Les pédiatres nous le rappellent également, les traumatismes vécus dans l'enfance perdurent toute la vie, conséquences psychologiques comme somatiques. Leur prise en charge représente un coût pour la société. Voilà pourquoi il faut que toute notre société prenne conscience et agisse. Et cette proposition de loi va dans le bon sens. Elle est nécessaire mais évidemment pas suffisante, parce que lorsque des situations de violence se font jour, elles doivent être signalées. Et mes chers collègues, nous avons tous en tête une situation, une famille sur laquelle nous demandons si l'enfant est vraiment bien traité, si la maladresse verbale, l'attitude des parents, leur perte de patience, leurs cris répétés nuit pas à l'intérêt de l'enfant. Et puis nous regardons ailleurs la plupart du temps, même si nous en sommes très préoccupés. Et dans ces situations de violence soupçonnées, je tiens à rappeler l'importance du signalement à la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Cela relève de l'obligation de tous. Nous alertons, nous devons alerter. Ensuite, une enquête sociale sera réalisée par les professionnels de des départements. Usons, mes chers collègues, plus d'excès de prudence que de laisser une victime potentielle face à ces auteurs de violence, même s'il s'agit d'un de ses parents. Et je profite pour rappeler que le signalement est également essentiel chez tous les professionnels qui s'occupent d'enfants, et nous devons préciser le cadre législatif pour faire primer la protection de la victime sur l'exercice du secret professionnel. Les récents travaux de notre commission au Sénat sur les infractions de violences sexuelles faites aux enfants rappellent que nous n'avons pas à perdre de temps sur cette question de signalement. Parce qu'être parent n'est pas du ressort de l'inné, parce que derrière le signalement, une aide va être apportée, nous devons signaler. Il en va de la protection des enfants et de la rupture du continuum des violences. Il en va surtout d'un autre regard de notre société sur des rapports de violence. Et je fais un rêve, Monsieur le Ministre, c'est que nos enfants soient éduqués ainsi, et ils ne toléreront plus la violence dans le monde une fois devenus adultes, dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle, dans leurs relations intimes. Une société où, lorsqu'ils diront non, je ne veux pas, cela sera suivi des faits. Une société de confiance où la parole des victimes est entendue et respectée. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Brigitte Lherbier pour 5 minutes. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, les violences subies par les enfants m'ont toujours interpellée.
En effet, en tant qu'universitaire, ma thèse de droit portait sur le placement des enfants en souffrance intrafamiliale. Et adjointe à la sécurité et à la prévention de Tourcoing, j'ai pu, mais à maintes reprises, constater combien la frontière entre le tolérable et l'inadmissible des violences faites sur les enfants par la famille était très fragile. Je me réjouis donc que ce sujet de l'interdiction des violences éducatives ordinaires soit débattu aujourd'hui dans notre Haute Assemblée. Je ne doute pas une seconde qu'une telle proposition visant à les interdire sera aisément adoptée. Il y a de cela quelques décennies, il semblait normal de frapper ou d'humilier des enfants au sein des familles, mais même au sein des établissements scolaires. Certains de nos maîtres, souvenez-vous, considérant que nous étions trop bruyants ou pas assez au choix, nous faisaient venir au tableau pour nous frapper le bout des doigts. Je m'en souviens encore. D'autres, pour nous punir de bêtises d'enfants, avaient pris l'habitude de nous faire courir autour de la cour de l'école les mains sur la tête pour nous humilier aux yeux de tous. Je ne doute pas que vous en souvenez aussi, des années après. Personne à l'époque ne trouvait à redire. Et les parents doublaient souvent la punition au retour de l'écolier dans le foyer. C'était monnaie courante. Que de chemin parcouru. Aucun parent aujourd'hui n'accepterait de telles violences ordinaires, dit-on ordinaires, à l'école. Ces pratiques sont aujourd'hui considérées comme inadmissibles. Je m'en réjouis et je crois qu'on s'en réjouit tous. Mais ne crions pas victoire trop vite. Beaucoup de travail reste à faire, notamment pour faire cesser ces violences éducatives ordinaires dans les familles. Et pourtant, la France est engagée depuis maintenant des décennies dans cette protection de l'enfant. Ces violences ordinaires peuvent prendre plusieurs formes. Psychologiques, lorsque l'enfant est victime de chantage, de menaces, de culpabilisation en tout genre. Physiques, lorsque l'enfant est victime de fessées, il y a toutes sortes de fessées, de gifles, de projections, et la liste peut encore être bien longue. Et même verbale, lorsque l'enfant est victime d'injures, d'humiliations et de moqueries. Ces pratiques sont transmises, et vous l'avez dit, mes chers collègues, de génération en génération, et ne permettent pas d'inculquer aux enfants un bon comportement, bien au contraire. C'est même l'inverse qui se produit. De nombreuses études ont en effet prouvé qu'un enfant exposé à des violences ordinaires, j'ai horreur de ce mot ordinaire, a plus de chances de reproduire ce cercle vicieux en grandissant. La seule conclusion qu'il peut tirer de telles méthodes éducatives, c'est que la seule violence de la loi, du plus fort, peut faire force de loi. Nous ne pouvons accepter aujourd'hui que des enfants, nos futurs citoyens, des êtres humains égaux en droit, c'est écrit dans tous les textes de loi, puissent être les victimes invisibles de violences inutiles et dégradantes, qui les pénaliseront dans leur vie future et dans leur rapport à l'autre. Le droit français interdit les violences, vous l'avez dit, mes chers confrères, envers les enfants dans son article 222-13 du Code pénal et aggrave les sanctions lorsqu'elles sont commises par des ascendants légitimes. La France est signataire depuis 1990 de la Convention des droits de l'enfant. Et pourtant, ces violences subsistent. Cette proposition de loi qui vise à interdire les violences éducatives est bel et bien d'actualité. L'article 1er de cette proposition, qui rappelle que l'autorité parentale s'exerce sans violence, est à mes yeux essentiel. Je voterai donc, comme l'unanimité dans cet hémicycle, ce texte avec grande joie. Le bien-être de nos compatriotes les plus vulnérables ne saurait être victime d'opposition partisane. Jacques Chirac avait dit dans un discours de 2000 que le temps de l'enfance est court et qu'il ne se rattrape pas. Alors mettons tous les moyens en œuvre pour que les violences ordinaires ne privent pas nos concitoyens les plus jeunes de ce temps si précieux pour leur épanouissement. Et nous comptons sur vous tous, et notamment sur vous, Monsieur le Ministre, pour que la protection de l'enfant soit assurée en France. Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol pour 5 minutes.
Mais Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mais c'est un moment très réjouissant que nous vivons aujourd'hui au Sénat. C'est un moment réjouissant que d'adopter la proposition de loi qui nous vient de l'Assemblée nationale et qui va donc exclure les punitions corporelles de l'éducation des enfants. Merci à Marie-Pierre de La Gontrie qui rapporte ce texte, j'ai presque envie de dire pour la deuxième fois, mais je voudrais dire à nos collègues qui s'émeuvent des règles des institutions, en fait c'est un peu comme si on avait fait 2 lectures. C'est pas si grave en fin de compte. 2 lectures d'un texte, on fait ça souvent. Merci à Maude Petit, qui à l'Assemblée, que je salue, qui est là, qui à l'Assemblée nationale a pu imposer l'examen du texte dans une niche parlementaire et puis l'a fait adopter et qui a permis aussi qu'aujourd'hui nous discutions d'un texte qui va être identique à celui de l'Assemblée nationale et je suis heureuse que ce soit le sien. Ça aurait pu être celui que nous avions déposé, mais peu importe, ce qui compte c'est que le texte soit adopté et nous en aurons collectivement le bonheur. Merci au président de la commission des lois qui la vice-présidente lui transmettra, donc qui s'est engagé pour que le Sénat adopte cette proposition. Merci au ministre pour son soutien à ces propositions de loi. Merci aux membres des associations, aux personnalités que je salue aussi ici cet après-midi et qui vont être bien désœuvrés maintenant que la loi qu'ils ont tant portée depuis tant d'années. Et je veux rendre hommage à Isely Gentier qui a été, rappelons-le, la première à déposer une proposition de loi pour interdire les violences éducatives. C'est une loi qui est historique, on n'en a pas forcément conscience, mais elle fera partie de ces lois, vous savez, quand on regarde la sociologie de l'éducation, l'histoire des droits de l'enfant, et qu'il y a quelques lois, on fait des grands bonds, hein, parce que la première est au IVe siècle après Jésus-Christ, c'est la loi qui a mis fin au droit de vie et de mort du pater familias sur ses enfants. Et du IVe siècle après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quelques lois, je l'identifie, celle de 1841 interdisant le travail des enfants, et puis il y aura celle-ci. C'est une loi qui nous votons ici au Sénat 100 ans après la création par la Société des Nations du Comité des droits de l'enfant, et je trouve que c'est un bel anniversaire, une belle façon de célébrer ce centenaire de la création du Comité des droits de l'enfant, puisque c'est lui qui ensuite a préparé la première déclaration des droits de l'enfant. Hommage à cet instant à Janusz Korczak, qui a inspiré réellement toutes les politiques de protection de l'enfance, toutes les politiques d'accompagnement des enfants, puisque ces travaux étaient ceux qui étaient consacrés à la dignité des enfants. Je rappelle l'histoire de Janusz Korczak qui a accompagné les enfants dont il s'occupait jusqu'au camp d'extermination parce qu'il n'a pas voulu les laisser. L'article 1 de cette première déclaration disait « L'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur ». L'article 5 disait « L'enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités doivent être mises au service de ses frères ». C'est des très beaux articles et c'est dans la filiation, dans l'inspiration de ces articles que nous votons aujourd'hui la proposition de loi qui nous est présentée. Je voudrais, dans le peu de temps que j'ai, peut-être faire 2 remarques. Une sur la liberté éducative pour rassurer nos collègues et leur dire que ce n'est pas la première fois que nous votons des restrictions, des limites, des contraintes à la liberté éducative et que cette discussion sur la liberté éducative est très relative. Rappelons-nous que le Code Napoléon prévoyait que le père peut faire détenir son enfant pendant 1 mois sans qu'il soit nécessaire d'en donner la raison au président du tribunal. Un père pouvait aller demander à un président de tribunal de faire détenir un enfant 1 mois en prison, sans raison. C'était la liberté éducative. Eh bien, on y a mis fin à cette liberté éducative. Je précise aussi que les parents ont le devoir de faire instruire leurs enfants. C'est une limite aussi à la liberté éducative. Et la liberté éducative connaît effectivement une contrainte qui est celle de la protection des enfants et de l'apprentissage de la dignité. Je voudrais dire aussi à nos collègues qui s'inquiètent, je voudrais relever une phrase qui est tout à l'heure, la vraie violence contre laquelle nous ne faisons rien alors que nous parlons ici de la fessée, ce qui n'est pas très intéressant alors qu'il y a une vraie violence. D'abord, contre la vraie violence, nous ne faisons pas rien. Il faut arrêter de dire ça. Nous faisons déjà. Pas assez, les résultats ne sont pas là, mais nous ne laissons pas les enfants abandonnés sans aucune protection. Les lois sur la protection de l'enfance, c'est là, les services sociaux sont là et tous nos collègues élus dans des départements savent que nous agissons pour protéger les enfants.
Mais peut-être, je dois faire une remarque, je ne connais pas la différence entre la vraie violence et la moindre violence quand il s'agit d'enfants. La violence, c'est l'abus de la force physique. L'abus de la force physique. Donc, frapper un enfant, c'est abuser de la force physique de l'adulte. Le rapport de force est tellement disproportionné entre un enfant et un adulte que ce que nous pourrions nous considérer comme, en tant qu'adultes comme une petite violence est en réalité, pour un enfant, une grande violence. Donc, dernier mot, nous avons mis plusieurs années à faire adopter cette loi. Et en fin de compte, je me dis que toutes ces années qui ont passé ont été positives. L'opinion a évolué, le Sénat a évolué. Et aujourd'hui, cette loi ne provoque pas les ricanements, les quolibets qu'elle provoquait à l'époque. Aujourd'hui, cette loi intervient à un moment donné, à un moment où le pays est prêt à la porter, à la faire appliquer. Et il nous faudra accompagner les parents, être à leur côté pour que justement cette loi qui est une loi civile, et ce n'est pas une loi pénale, soit partagée par tous. Merci. La parole est à Monsieur Marc Laménie pour 4 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues, en ma qualité de dernier intervenant dans la discussion générale de ce texte important, interdiction des violences éducatives ordinaires, je m'associe totalement aux propos de mes collègues qui m'ont précédé, 8 collègues sénatrices sur 10. Donc c'est vrai qu'une majorité de collègues dames qui sont intervenus. Donc pour ma part, je partage totalement tout le travail qui a été fait au sein de la commission des lois, partagé aussi avec le personnel de notre institution, et aussi en rappelant les préoccupations fondamentales que sont l'intérêt de l'enfant. Donc merci aussi à notre collègue députée, Madame Maude Petit, et plusieurs députés, à Madame Laurence Rossignol et plusieurs de ses collègues. Et je ferai aussi le lien, c'était aussi évoqué, modeste membre de la délégation aux droits des femmes, égalité femmes-hommes, c'est aussi des sujets de préoccupation importants et on peut faire aussi le lien dans le cadre du droit des enfants. Responsabiliser les parents, la mère en premier lieu, mais le père également, tout le monde y porte aussi une responsabilité importante. Monsieur le ministre, vous avez insisté fort justement sur la nécessité de mieux accompagner les parents. Donc, d'où la nécessité de faire un travail pédagogique qui est aussi considérable. Soutien à la parentalité, vous l'avez rappelé, effectivement, les parents ont un rôle fondamental à jouer. Vous avez cité aussi un passeport 1000 jours, les 1000 premiers jours. Bon, c'est vrai que c'est, même si pour ma part, on apprend tous les jours, modestement, et je crois qu'il y a beaucoup à faire en la matière et nous pouvons, je m'associe complètement sur ce travail particulièrement important. Priorité à la protection maternelle et infantile, cela a été rappelé. Bon, avec certes aussi des engagements humains au départ, mais aussi malheureusement tout est financier. Donc il y a aussi un volet important. Vous avez rappelé aussi, bon, on a le budget de l'État qui est important, mais aussi parallèlement le budget de la sécurité sociale. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre. Partenaires sociaux également, partenaires aussi au niveau de l'éducation nationale, aider aussi les assistantes maternelles. Il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre, qui ont aussi des rôles importants à jouer. Les travail fait aussi au sein des conseils départementaux, avec aussi beaucoup de travail de l'ombre qui est fait aussi avec cœur et passion par beaucoup d'intervenants. La commission des lois est la commission qui est saisie sur le fond, puisque le code civil est cité, hein, notamment, mais je dirais, on peut associer aussi toutes nos commissions, hein, que ce soit les commissions affaires sociales, éducation nationale, finances, on est toutes et tous concernés collectivement. Et c'est vrai qu'il ne faut pas tomber non plus dans la banalisation, parce que malheureusement, on voit des drames partout, on le voit, les drames humains, les drames pour les
pour les femmes, malheureusement, et aussi pour de nombreux enfants, malheureusement. Donc je crois que c'est important de rappeler aussi le Code civil, l'article 371-1. Maire d'un petit village de 2001 à 2017, 160 habitants. Bon, il y a peu de mariages, mais il y en a quelques-uns, et on rappelle aussi ces articles du Code. Et pour conclure, je dirais aussi que c'est un combat de tous les jours. La protection de l'enfant est une priorité. Il y a aussi Journée internationale du droit des enfants. Sensibiliser tous les partenaires, y compris aussi les services de gendarmerie et de police, qui convient aussi d'associer étroitement avec l'ensemble de tous les partenaires. Donc notre groupe Les Républicains votera tout à fait de façon conforme ce texte et je vous remercie toutes et tous. Merci. La discussion générale est close et nous passons à la discussion du texte de la Commission. À l'article 1er, je suis saisie d'une demande de prise de parole de Monsieur Olivier Paccaud. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire d'État, il y a des habitudes éducatives qui font mal au sens propre et au sens figuré. Il y a des coups, des brimades, des insultes qui semblent ne pas laisser de traces, mais qui peuvent faire des ravages. Tous les spécialistes et neuroscientifiques le confirment. Fessées et petites gifles ne sont pas anodines pour la santé et le développement psychologique de nombreux enfants. Elles favorisent ainsi l'agressivité, fragilisent l'estime de soi, peuvent avoir une incidence sur les performances scolaires, compliquer la socialisation. Elles sont aussi, parfois, le terreau de châtiments plus graves. Par ce texte, il ne s'agit pas de se donner bonne conscience, ni de multiplier les procureurs vertueux stigmatisant certains parents qui auront eu un geste regrettable ou une parole inappropriée. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Le métier de parent est ô combien difficile. Les violences sont souvent synonymes de faiblesse, d'échec, lorsqu'on n'a pas eu la patience, lorsqu'on n'a pas su trouver les mots. Mais il est aisé, confortablement installé dans ce bel hémicycle, de donner des leçons de morale, de prôner la pédagogie par l'explication, la compréhension, l'affection. Le cœur de cette proposition de loi, sa raison d'être, ce qu'elle peut et doit apporter, c'est une prise de conscience. La violence n'est jamais la solution, ce qui n'exclut pas la sanction. Depuis des années, certaines de nos collègues, d'Edwige Antier à Laurence Rossignol, ont mené ce combat, avec le succès relatif que l'on sait. Espérons que leur persévérance soit récompensée. Néanmoins, c'est le message que je veux vous adresser. Soyons bien conscients des lacunes, des limites de cette proposition de loi. Si un coup, une insulte peuvent blesser profondément et pour longtemps un enfant, il est une maltraitance sournoise, parfois plus dangereuse et plus destructrice. C'est l'indifférence. L'indifférence. Les coups sont condamnables, mais les silences s'ignorent. Certes, la loi ne peut pas tout, mais toutes les graines de bienveillance qu'elle aura pu semer seront toujours des victoires, des progrès. Et pour conclure, permettez-moi, Monsieur le Secrétaire d'État, de revenir sur votre double référence à Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a peut-être bien écrit, mais il a bien mal agi. L'auteur de l'Émile a abandonné ses enfants. Il n'est pas inutile de le rappeler, à chacun ses modèles et ses guides spirituels. Merci. Je vais mettre aux voix l'article 1er, s'il n'y a pas de demande d'explication de vote, qui est pour son adoption. Qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er bis, qui est pour son adoption. Qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 2, qui est pour son adoption. Qui est contre, il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Qui est pour son adoption? Qui est contre? La proposition de loi est définitivement adoptée.
Voilà pour l'adoption définitive par le Parlement de cette proposition de loi qui interdit les violences éducatives ordinaires. Ce texte qui est souvent résumé comme cette proposition de loi anti-fessée. Et vous le voyez, il y en a eu du chemin qui a été fait depuis 2009, depuis le premier texte qui avait été élaboré par la députée Edwige Antier, également pédiatre de métier. À l'époque, elle s'était confrontée à des parlementaires qui avaient jugé que la loi n'avait pas à s'introduire dans l'intimité des familles. Aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est dans un relatif consensus que ce texte a été adopté. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.